Je vais commencer par saluer la presse qui est avec nous ce soir. Bonsoir Élie. Robert, je te laisse faire l'appel. Anne Jean-Jean, Robert Ogef présent. AUCITAC, procuration à Laure Chazelle. Angélique Besson, Roland Januel, Christophe Pochon, Anouk Deschamps, Laure Chazelle, Pierre-Jean Rochette, Stéphane Pupier a donné procuration, Robert Ogef, Géraldine Chazelle, Ludovic Lafay, Véronique Chapeau, Philippe Chaland. Il a dit présent, pardon. Monique Goutte, Jean-Luc Frondas, il doit être encore collé au col de la loge à mon avis. Noélie Descombes, Christophe Combe a donné procuration à Christophe Pochon, voilà. Clément Gaumont, Mireille Chambon. Elle arrive, elle t'a procuration ? Oui. Benoît Cellier, Valérie Charles, Mathieu Manval, il doit arriver. D'accord. Voilà. Oui. Ok. Robert Ogef, secrétaire de séance. Bien. Merci. Y a-t-il des observations sur le dernier PV ? Non ? Ok, merci. Adopté. Premier point, demande de subvention au département au titre de l'enveloppe de solidarité. Donc, depuis avril 2023, nous gérons les gymnases et nous avons dû remplacer la chaudière, la production d'eau chaude de la chaudière. On doit également acquérir du matériel pour gérer la chaudière à distance. Donc, le coût des travaux... Bonsoir. Ah, un blessé. Le coût des travaux est de 16 204 € hors taxe et je propose que dans le cadre de l'enveloppe de solidarité du département, on fasse une demande de subvention de 8 000 €. Il restera à charge de la commune 8 204 €. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Pardon ? Oui. Attends. C'est moi. Bonjour, nous voulions juste quelques petites précisions sur comment l'enveloppe de 16 204 € a été ventilée entre la régulation et la chaudière. Et est-ce que c'est une pré-enveloppe ou est-ce qu'il y a eu déjà des devis de fait ? On a une étude du ciel qui est en cours, on va dire, qui intègre, on va dire, la régularisation et le changement de la chaudière. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait une demande sur ce montant de 8 000 et quelques euros, parce que c'est le montant maximum qu'on peut demander au niveau de l'enveloppe de la solidarité, en fait. Tout simplement. Y a-t-il d'autres questions ? On va donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Point suivant, la même chose. Là, on est dans une volonté de changer l'éclairage et d'automatiser les équipements du gymnase, toujours dans la continuité des rénovations énergétiques qu'on met en place au niveau des collectivités. Le but est de pouvoir piloter les équipements des gymnases avec de la télégestion et de réduire les coûts en passant en éclairage LED. Le coût des travaux est de 94 797,99 € et dans le cadre de l'enveloppe territorialisée du département, on souhaite demander une subvention de 50%, donc soit un montant de 47 430 €. Et la commune aura à sa charge 47 367,99 €. Y a-t-il des questions ?
Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut compter à peu près l'économie qu'on va faire par rapport à ce passage en LED? Non, pas encore. Pas encore, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Il y aura bientôt une commission d'appel d'offres. C'est quelque chose qui est géré avec le service commun de Loire-Forêt. Donc, pour l'instant, c'était de retrouver, je dirais, le meilleur fournisseur. Donc, il y a eu des visites, ils ont rendu visite en détail. Mais pour l'instant, c'est plutôt une évaluation technique faite par le ciel sur les équipements qui étaient obsolètes. Mais on n'a pas voulu se lancer, je dirais, dans une étude approfondie parce que ça a été de l'argent supplémentaire en termes d'études qui nous aurait pas forcément apporté quelque chose. D'accord. Mais les personnes qui font les devis, qui nous proposent de changer ils disent pas, là, on va vous changer X ampoules, et ces X ampoules, ça coûtera tant d'euros de l'heure, par exemple. Ils ne donnent pas ce genre d'informations. Non, ils donnent la puissance des équipements lorsque le fournisseur en dernier ressort sera retenu. On pourra, je dirais, lorsqu'on passera la délibération pour dire que c'est tel fournisseur qui a été retenu, on listera tous les composants. Et là, éventuellement, si on veut se livrer à l'exercice d'une simulation des gains hypothétiques, parce que c'est toujours que de la théorie. Oh, bien sûr. En fait, la démarche qui a été faite, elle était plutôt faite avec le responsable des gymnases, Gilles Fourny, qui a une expérience de tous les équipements. Et dans le cadre, je dirais, de l'amélioration de l'environnement au sens large du terme, on constatait que l'éclairage était vieillissant, d'accord, il y en avait déjà un certain nombre de projecteurs qui étaient en panne. Et donc, il y a eu une réflexion avec les spécialistes de l'éclairage des bâtiments de ce type-là avec le ciel, parce que c'est très spécifique, l'éclairage des salles de gymnastique, parce qu'il y a des fonctions, par exemple, on n'éclaire pas de la même manière lorsque c'est le mur, le gymnastique, ou quand on joue au volley, etc. En plus, il y a des systèmes de connexion, je vous passe les détails, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si ça parle à certains, c'est les DALI. Voilà, bon, voilà. Donc ça, c'est toutes des réflexions qui ont été notifiées dans l'appel d'offres, qui ont fait l'objet de la réponse des fournisseurs, qui ont d'ailleurs, c'est terminé. Là, aujourd'hui, les réponses sont en train d'être étudiées. Et puis, lorsqu'on sera dans la phase de la commission d'appel d'offres, on validera tout ça avant qu'on le passe en délibération. Voilà, on est juste dans la phase intermédiaire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Vas-y. Ah oui. Oui, je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passe si du coup le département ne donne pas d'aide. On a une enveloppe qui est prévue. Sûr. Oui. On a une enveloppe. D'accord. On a déjà une enveloppe. Et puis, dans ce qu'on a négocié avec Loire-Forêt, lorsqu'on a pris la responsabilité de gérer les ACM et les gymnases, on a, je dirais, des moyens de garantir nos investissements. Alors, donc, comme le reste à charge pour la commune est toujours plus important, dans la mesure où on peut trouver des subventions, on fait des démarches de ce type-là. Merci. Il y a d'autres questions? Alors j'ai deux questions, enfin j'en ai une qui n'est pas une question. Sur votre compte rendu, vous avez marqué « Approuve la demande de subvention au titre de l'enveloppe territoriale pour le remplacement de la chaudière du gymnase ». Voilà, je pense que c'est juste une coquille. Et après, j'ai une question plus technique. C'est pas sûr que vous puissiez y répondre. Quelle est la technologie actuelle de l'éclairage? Est-ce que c'est de l'incandescence, C'est du néon, comment la gaz, du néon blanc à gaz. Alors, il y a très peu de retour sur investissement entre un LED et un néon à gaz. Donc, c'est pas forcément exactement la problématique. On est quand même sur un ERP avec des activités à ballon, et un néon qui reçoit un ballon, ça crée des gaz toxiques dans l'atmosphère, ce qu'une LED ne fait pas, donc c'est plutôt une bonne avancée.
Et malheureusement, il n'y aura pas vraiment de retour sur investissement. Et je ferai par contre bien attention, faites attention à l'entretien, parce que l'entretien sur les LED est souvent sous-estimé et plus cher qu'en fluo compact. C'est noté. Y a-t-il d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Point suivant. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Vous avez reçu avec votre convocation le règlement intérieur de notre conseil municipal. Je ne vais pas le relire, il y a un certain nombre de pages. Je vais plutôt vous demander s'il y a des questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 2, 3. Merci. Point suivant, point 4, c'est à toi, Roland. Oui. Donc, c'est sur renouvellement... Renouvellement de la convention avec... Pigeon. Voilà. Donc, la mairie a demandé à l'association de chasse de Boin de réguler les pigeons. Il y en avait une quantité importante sur la commune de Boin. On en a pris, la société de chasse en a pris en 2023 1200 et quelques, même peut-être 1300 maintenant. Donc il est demandé au renouvellement de la convention pour l'année 2024-2025 de cette convention qui a été signée 2019. Voilà. Y a-t-il des questions? Combien? Ah non, il y en a... Moi, il me semble qu'il y en a moins qu'à une époque, mais il y en a encore. Ouais. Ça occupe bien ceux qui les piègent. Y a-t-il des questions? Oui, je voulais juste savoir le protocole en entier, en fait, qui était les cages, la capture. On a des cages, on a une convention, on a avec la DDT, on a signé une convention comme qu'on avait le droit de piéger et tout, et de les détruire même pendant la période d'été au fusil vers M. Deschavannes. Donc on les attrape, on les tue et on les brûle ou on les enterre. Merci. De toute façon, on est obligé de faire comme ça. Il y a une réglementation. Bah, disons que si on faisait que les éloigner, a priori, Oui, ah ben oui. il reviendrait. Tu passes au vote, Roland? Tu fais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, mise en sécurité du parvis de la cité scolaire. Robert, c'est à toi. Alors, pourquoi la commune s'occupe de ce projet qui est normalement de la responsabilité de la cité scolaire, puisqu'en fait le collège est géré par le département et le lycée est géré par la région. Et donc, dans les dernières opérations lancées par notre sénateur l'année précédente, il avait réussi à mettre autour de la table, je dirais, tous les politiques et tous les décideurs sur ce problème de sécurité au niveau du parvis, puisqu'en fait, on n'a pas de sécurité pour l'arrêt des cars, les enfants descendent dans tous les sens, etc. Et si je reprends, je laisserai Père Jean commenter, mais lui, il dit c'est étonnant qu'on n'ait pas eu d'accident grave sur ce sujet. Donc, en décembre 2022, on a dû lancer ça. Une première réunion, c'était en janvier 2023. On a mis autour de la table le vice-président du département, le vice-président de la région, voilà, les services techniques du département, les responsables de la cité scolaire, Loire-Forêt au titre de l'organisation du ramassage scolaire.
pour convenir de ce constat et de travailler sur des scénarios, je dirais, de refondation, je dirais, de la circulation et de la sécurisation de ce projet. Je vous fais grâce des détails, il y a eu plein de réunions. Voilà, on est arrivé à un avant-projet à l'été 2023. Après, le dossier a été un petit peu enterré pour des considérations ligériennes. On a pris l'engagement auprès de Madame la proviseure que ce problème de sécurité serait traité tel qu'il avait été défini début 2023. Ce qu'on a découvert en traitant le sujet pour dire qui va faire quoi, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour faire court, l'ensemble des équipements dont on parle sont sur un terrain qui est communal. Bon, ça, à la limite, c'était pas tellement grave. La seule difficulté du dossier, c'est que sur ce terrain communal, il y a aussi une habitation à droite, des bâtiments, etc., qui sont dans cette emprise. Et donc, si on avait voulu transférer ces parcelles aux financeurs, on aurait été dans une procédure très longue, ce qui allait à l'inverse des objectifs, je dirais, des responsables de la cité scolaire. Je dirais, tout le monde avait partagé, je dirais, cette priorité en disant il faut absolument qu'on aille vite pour sécuriser tout ça. Donc nous, on a accepté la commune de Boing, et c'est ce qu'on vous propose, de dire on veut bien prendre la maîtrise d'ouvrage de ce projet, le porter puisqu'on est propriétaire du terrain, sous réserve que les financeurs, c'est-à-dire la région, le département et accessoirement peut-être Loire-Forêt, prennent à leur charge, je dirais, ce financement. Donc là, aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. On a trouvé une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a déjà fait des opérations comme ça sur Saint-Just-à-Ambert. On a un pré-projet, un avant-projet avec une enveloppe à peu près aux alentours de plus de 700 000 euros, qui valide le travail dont je vous parlais, qui a été le fruit de toutes ces réunions. Et donc là, maintenant, j'en ai encore parlé directement avec les deux conseillers départementaux, Chantal Brosse et Valérie Goudfard, pour pouvoir, à la fois côté région et à la fois côté département, trouver des financements avant que nous, on vous propose, je dirais, ce projet globalement. Sachant quand même que pour acter tout ça, on vous dit aujourd'hui, on vous propose une délibération pour dire, voilà, on vous propose, dans les conditions que je viens d'exposer, la maîtrise d'ouvrage de la commune sur ce projet. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais j'ai essayé d'être synthétique. Y a-t-il des questions ? Oui, donc il n'y a pas de financement prévu pour l'instant, pas de budget, à part les 700 000 euros à peu près, quoi. Alors, dans l'état actuel, si on est concret et factuel, à l'heure où on parle, non, pour l'instant, il n'y a encore rien d'acté. C'est l'enjeu de nos prochaines réunions qui sont organisées par les élus dont je vous ai parlé. Voilà, on en a encore reparlé vendredi après-midi avec Madame la proviseure, parce que je ne sais pas s'il y en a certains qui sont allés sur le parvis. Il y a aujourd'hui un trou qui doit faire 1 mètre de diamètre, et il doit faire 30-40 cm de profondeur. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le principe, les représentants de la région et les représentants du département sont d'accord pour financer ça. C'est qu'un principe. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien d'écrit, rien de signé. Non, sachant que la référence, c'est le travail qu'a fait la maîtrise d'ouvrage, dont je vous parlais tout à l'heure, et ces documents ont été présentés à tous les acteurs que j'ai cités, pour qu'ils puissent, je dirais, se prémunir et savoir quelle enveloppe ils vont mettre pour pouvoir, je dirais, résoudre techniquement ce dossier. Voilà. Et vous estimez qu'il resterait combien après à la commune de Boing ? 0. C'est la condition. Enfin, il ne faut pas rêver, on n'y arrivera pas. Ah, voilà. D'accord ? Mais on pourra trouver un autre moyen de baisser, je dirais, le reste à charge pour la commune. Parce que j'imagine mal que sur 700 ou 800 000 euros, il ne nous reste rien. Mais si il nous reste 15 ou 20 000 euros, je dirais c'est quelque chose qu'on saura trouver à financer. D'accord ?
Mais c'est très clair, c'est la règle de base. On a dit, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons, je dirais, de temps, parce qu'on voudrait que les travaux démarrent en 2025, on veut aller vite, d'accord? Donc la clé, on a dit, nous, ce n'est pas notre responsabilité, comme je l'ai dit en préambule, le département pour le collège, la région pour le lycée, et on rénove le parvis. Il y a encore d'autres enjeux de sécurité en termes pour la région, en particulier la vidéo. C'est un autre dossier. Là, on parle de la plateforme du parvis, mais ça va relativement loin parce que ça fait retravailler les talus. Pour que vous compreniez un peu, quand les chauffeurs de car arrivent au stop, tel que c'est découpé aujourd'hui, un chauffeur, on est en France et il conduit à gauche, eh bien, quand il est au stop, il ne voit pas les gens qui descendent sur la rue d'Arquillère. Donc, on a, dans le cadre des réflexions de sécurisation, on a dit, tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier, on va couper l'angle pour que le car arrive en perpendiculaire sur la rue d'Arquillère. Non, je n'ai pas été embauché chez Rochette, mais j'ai compris ce qu'on m'avait expliqué dans les réunions. Et donc, ça lui permettra de visualiser s'il y a des gens sur cette rue d'Arquillère. Donc là aussi, pour le chauffeur de car, de sécuriser, je dirais c'est pratique, parce que là, parfois, c'était un peu aléatoire. C'est un dossier tout à fait savoureux. Les frais, dans le postulat de départ, les frais qui peuvent éventuellement être à charge de la commune seraient des frais liés à la maîtrise d'œuvre. Oui, d'ouvrage et peut-être un petit peu du bornage ou des choses liées à la propriété de la parcelle pour le coup. Mais c'est un dossier savoureux dans le sens où, alors c'est pas, nous on l'a pris, c'était comme ça, mais tout a été mal fait. Hein. Alors c'est l'exemple type de ce qu'il faut absolument jamais faire. La cité scolaire de Bouin, en termes de sécurité routière et des abords, c'est une catastrophe. On touche et on prie tous les jours pour qu'il n'y ait pas d'accident grave. Ce que tu as dit, Robert, c'est parfaitement exact. C'est-à-dire quand on est dans un autocar, on n'a aucune visibilité pour sortir et qu'il y a un moment ou un autre, nécessité de forcer le passage sans réellement voir qui arrive de part et d'autre. La situation, je la rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle mérite quand même d'être expliquée, notamment, je pense, pour les nouveaux de cette mandature, c'est que lorsque la cité scolaire a été refaite, la raquette initiale qui est juste devant l'entrée principale du collège était initialement prévue pour faire tourner les autocars à cet endroit-là. Sauf que je mets au défi quiconque avec sa propre voiture personnelle d'y arriver peut-être avec une voiture du premier coup, avec un utilitaire beaucoup moins, avec un autocar, c'est juste impossible. Donc à l'époque, on n'a pas osé faire refaire, on a trouvé une solution alternative en passant par le parking des profs en bas pour raccorder la raquette. Ce qui a été la super mauvaise idée. Parce que quand le boulot est mal fait et qu'on paye, le mieux, c'est de le faire refaire. Et ça fait 20 ans qu'on se traîne cette situation qui est d'un ridicule absolu, parce que les gens n'ont pas voulu refaire faire le travail. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. On a vu que c'était mal fait, on a vu que ça marchait pas, on a laissé comme ça. Et le pompon de la pomponnette, c'est qu'à l'heure où on se parle, les propriétés parcellaires devraient être soit au département, soit à la région, mais que la commune ne les a jamais cédées. Non mais c'est grave, hein. Sincèrement c'est grave. Et aujourd'hui, quand on nous dit, quand on va voir le département et la région en disant « Vous voyez bien qu'il faut vous mettre d'accord, il y a un problème », on nous répond « Ouais, mais normalement on est chez nous, mais à l'époque, les actes de cession n'ont jamais été faits. » Moi je dis bravo. Je dis bravo. Et je dis bravo à ceux qui ont mal fait le boulot, parce que vraiment c'est une situation totalement absurde dans laquelle on se trouve. Par contre, je dis bravo à l'équipe municipale de le prendre à bras-le-corps, ce dossier, parce qu'il a toutes les raisons, il contient tout ce dossier pour qu'on le laisse tomber, qu'on le laisse pourrir, parce que si tu n'as pas le courage d'y aller, eh ben, il ne se passe rien. Sauf que attendre qu'il se passe quelque chose de grave pour faire, c'est ce qu'on connaît trop souvent en France. Donc là, on essaye de faire avant le gros problème. Mais ce qui se passe aux abords, tous les jours, c'est un vrai problème et un miracle. Oui, tout à fait. Tu as bien fait de rappeler le contexte, je n'ai pas voulu insister, mais c'est la réalité. Par contre, je dirais tous les gens sont concernés, puisqu'en fait, on a quand même une nouvelle directrice
qui fait un super boulot. Et si on veut qu'elle reste motivée et qu'elle travaille encore dans de meilleures conditions, c'est un peu ce qui est ressorti dans toutes ces réunions. Les élus concernés, dont on parlait tout à l'heure sur la région et le département, se sont sentis concernés également, quoi. Ouais, voilà, on y était encore avec Angélique la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Mais là, on a la chance d'avoir trouvé un compromis technique avec toutes les parties concernées, d'accord, qui a été validé en avant-projet, hein, qui permet de poser ce projet. Et devant la complexité juridique que tu as rappelé de manière schématique, il y a les gens qui sont arrivés, ils nous ont dit, voilà, idéalement, administrativement parlant, il faudrait faire ci, faire ça. Donc on était parti, si on avait de la chance, pour minimum 2 à 3 ans de procédure, enquête publique et tout. Donc on a dit non, c'est quand même pas sérieux par rapport aux enjeux. Donc voilà pourquoi la commune de Boing s'est proposée d'être maître d'ouvrage dans les conditions que je viens de rappeler. Et pour que ce soit bien acté pour tout le monde dans cette phase, je dirais, de déclaration et d'incitation, et c'est pour ça qu'on vous propose cette délibération, pour pouvoir, je dirais, commencer à borner le projet. Mais pour répondre à ta question, Valérie, pour l'instant, personne n'a signé en disant je vais mettre 400 000, je vais mettre 300 000 et tout. Mais l'objectif, c'était que le reste à charge de la commune soit quasi neutre, voilà, à zéro. Et moi, si j'ai mis la barre à zéro, mais sachant que j'y arriverai pas. C'est ça. Oui, parce qu'il peut y avoir des petits frais de bornage, de géomètre. Mais si on ne fait pas ça, si on ne signe pas ça, si on n'y va pas, là, il ne se passera rien. Ah ben non, c'est fini. Et on devra assumer de ne pas avoir fait. Hein. Puis je pense qu'il y aura un accident. Donc là, les gens trouveront qu'on n'a pas été bon. Alors, merci pour cette démonstration de force du pathos. Nous sommes très sensibilisés, nous aussi, à la sécurité, et nous sommes aussi sensibilisés aux finances publiques. Nous ne voudrions pas que les personnes de Boing qui payent leurs impôts soient doublement imposées et payent 2 fois pour un service qu'on leur doit, parce que la sécurité est un dû. L'historique sur les élus départementaux qui n'ont pas fait leur boulot, l'historique sur les élus départementaux qui n'ont pas fait leur boulot, je ne vais pas le faire, ni sur les élus communaux, sachant que les élus communaux, la majorité est en place depuis longtemps à Boing. Ce que je voudrais faire attention, c'est surtout à ne pas faire une double imposition sur les contribuables de Boing. Et je voudrais que vous me confirmiez qu'une convention d'honoraires et d'horaires sur la maîtrise d'ouvrage est prévue pour que le département et la région prennent en charge les heures. Dans l'enveloppe, actuellement, c'est ce que je vous ai résumé en disant que l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on a trouvée, qui a de l'expérience sur le sujet, on lui a transmis les éléments techniques de tout ce que j'ai schématisé en termes d'échange pendant 7 à 8 mois. Et je lui ai dit, eu égard à votre expérience, faites-nous un projet, un devis estimatif pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on l'a, d'accord. Et c'est cette base qui est le début des négociations pour pouvoir dire comment on finance ça. Voilà. Donc je rappelle que l'objectif, c'est, même si Pierre-Jean sur le principe est d'accord, en disant que le reste à charge, il y a une grande chance qu'on ait des frais de bornage et tout comme ça, aujourd'hui, c'est de dire, nous, on est d'accord pour prendre la responsabilité du portage, alors qu'en termes de responsabilité, on n'a rien à y faire, mais eu égard aux enjeux de sécurité dont on parle, pour rendre service à la population, d'accord, on veut bien le porter. Ce qui veut dire indirectement que ça n'a pas d'impact sur je dirais, les finances. D'accord ? Ben oui. Le sujet, bon, merci des précautions prises pour peut-être annoncer un vote abstentionniste ou contre. Je l'espère pas. Parce que ce sera... Non, mais juste, attends, je finis. Les élus communaux et départementaux à l'époque étaient les mêmes. Et je suis d'accord avec toi, ils ont très mal fait leur boulot. Et ils auraient pu en plus entre eux s'entendre, vu qu'ils étaient totalement confondus. La situation, elle est que, pourquoi la mairie de Boing prend à bras-le-corps ce dossier ? Parce que personne ne veut le porter. Mais l'objectif est effectivement
que le coût soit zéro. C'est très clair. Donc les travaux sont dans le projet financés par les utilisateurs, avec un reste à charge à zéro de la commune. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que s'il faut reborner les parcelles, on ne va pas les faire payer aux autres, ce sont nos parcelles, c'est notre patrimoine. Donc c'est là le sujet. Et à l'arrivée, ce patrimoine, étant donné que le travail a été mal fait, qu'il n'a pas été transféré, il revient quand même à la commune. Donc c'est un aménagement qui est fait aux frais des collectivités partenaires pour la commune, sur le patrimoine communal. Donc bien entendu que la commune, dans l'état d'esprit de la Convention, elle n'a pas vocation à participer aux frais, aux travaux à proprement parler. Mais s'il s'agit de bornage, bien entendu, ce sont ses parcelles, il faut bien qu'elle les paye. Petit problème technique. Alors, ce n'est pas une recherche d'excuses, hein, c'est vraiment sincère. C'est bien pour ça que j'ai demandé un terme un peu technique, est-ce qu'il y a une convention sur les horaires des agents municipaux qui va être faite. Dans les horaires, on va avoir une maîtrise d'ouvrage qui sera communale. Et la maîtrise d'œuvre, c'est un prestataire qui le fait, ça sera payé ça, normalement à 100% par la région et le département. Et sur la part des agents communaux, il est habituel dans ce genre de cas de faire une convention d'horaire et grâce à la convention d'horaire de rétrocéder une somme. Nos agents communaux ne vont pas intervenir sur le sujet. Ah non, 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 c'est les élus qui, en termes de responsabilité, ont accepté d'être le maître d'ouvrage, d'accord, mais on ne fait intervenir aucune, je dirais, ressource technique de la commune. D'accord ? Soit bien clair. Parce que c'est le piège. Si on commence, etc., on commence à intervenir sur quelque chose, comme l'a rappelé Pierre Jean, qui théoriquement, et il a raison, est de notre responsabilité, mais c'est le poids de l'histoire. Donc, on a eu des gens qui ont été suffisamment intelligents pour dire, même si le poids de l'histoire nous amène à faire ce constat qui est une anomalie, comme tu le rappelais, d'accord, ça ne résout pas notre problème. Donc, on s'est dit, OK, on est tous autour de la table et on veut résoudre le problème. Qui s'y attelle? Ben voilà, on a levé la main, on dit, ben nous, c'est sur le territoire, la parcelle est communale, on s'y attelle, sous réserve que les financements viennent de votre part, parce que c'est vous qui avez la responsabilité du lycée et du collège, et nous, on n'a pas, dans notre budget, pour répondre à vos craintes, mis 1 euro sur cette rénovation du parvis. Voilà. Ceci étant dit, il y a encore d'autres subtilités, puisque dans les transferts de compétences avec leur forêt, on a transféré les voies communales, d'accord. Donc, sur les restes à charge, on pourrait avoir encore des discussions au niveau du bornage. On pourrait imaginer, si on a peut-être 2 ou 3 000 euros ou 4 000 euros de prestations, voilà, de négocier avec les services de leur forêt. Mais c'est quand on sera dans les détails qu'on aura avancé. Et pour avancer, ça correspond à ta question, Valérie, il faut qu'on ait les engagements de la région, donc, et normalement Jacques Blanchet est au courant, enfin tous les élus. Bon, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est pas une nouveauté pour tous les gens qui sont autour de la table, c'est les délais, quoi. Même si on essaie de mettre de la pression. Voilà. Et encore plus c'est compliqué parce qu'il faut à la fois le département et la région. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. Oui. Oui, une petite question. Donc là, les travaux, il faut les faire, il n'y a pas à discuter. D'après ce que j'entends, c'est presque un miracle qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu d'accident. Ça a été fait il y a une vingtaine d'années, c'est bien ça, ce que vous me disiez, M. Rochette? Voilà. Donc il y a l'équipe de l'époque qui a trouvé, peut-être qu'elle avait très bien fait le travail à tort, à raison, ça, je suis pas là pour... Mais il me semble qu'il y a pas mal de personnes qui étaient déjà là sur les précédentes mandatures, que ce soit du côté communal ou du côté départemental. Pourquoi attendre aujourd'hui? Pardon, vous aviez... excusez-moi, je vous ai coupé. Ah non, mais vous avez complètement raison. On se demande bien pourquoi ça a mis aussi longtemps. Nous, ce dossier, on l'a pris à bras-le-corps pratiquement dès notre arrivée. Après, ce n'est pas de notre ressort. Si la région, le département
et toutes les collectivités associées se sont d'abord retrouvées dans une situation un peu d'expectative où, bien entendu, personne ne veut porter la responsabilité de l'accident qui potentiellement peut arriver, mais en même temps, personne ne veut financer la réparation. Donc, ces travaux, ces discussions, elles ont duré un certain temps. Et puis, il faut bien comprendre que faire payer, ils étaient en fait dans la même posture que vous. Et vous avez parfaitement raison. Dire on ne veut pas payer 2 fois, vous avez complètement raison. Ben, eux, c'est ce qu'ils nous ont dit, quoi, quand on est allé les voir la première fois, en disant attendez, ça a été mal fait. Je dis mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va repayer une 2e fois? Un travail mal fait? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande. Il faut aussi comprendre que la pilule, elle a été difficile à avaler. Parce qu'ils ont vu qu'en même temps, l'erreur, elle venait aussi de chez eux, des élus de l'époque. Et on va la payer 2 fois. Et à l'arrivée, oui. Alors ce ne sera pas le contribuable municipal. Mais le contribuable départemental et le régional, c'est le même. En fin de compte, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche, que ce soit la commune qui paye ou quelqu'un d'autre. C'est vous aussi, c'est nous. On paye tous des impôts départementaux, régionaux. On ne peut pas se contenter de prendre soin des impôts uniquement municipaux. Et donc oui, je vous le dis, le contribuable payera 2 fois, mais pas sous l'aspect municipal et pas à cause de la municipalité en place. Mais des choix qui ont été faits à l'époque, effectivement. Non, mais je voudrais pas, en présentant ces délibérations, que ça se retourne contre nous, parce que vous connaissez mon mauvais caractère. Je vais bien être gentil, m'impliquer pour boucher les trous quand les gens n'ont pas fait. Mais si c'est pour me compliquer la vie, je vais dire, je vais vite arrêter. Hein. D'accord? Que ce soit bien clair. Hein. Je vous annonce la couleur. Non, mais c'est déjà compliqué. On est une petite structure, on a beaucoup de projets. J'ai pas de temps à perdre à aller chercher 3 chiffres derrière la virgule. On a déjà suffisamment d'énergie à dépenser pour mettre les gens autour de la table et réussir à bâtir un projet, parce que c'est quand même un exercice, chacun y va de ses prérogatives. Ça a duré 7 mois, avec une réunion tous les mois. Je remercierai tous les gens qui ont participé, parce qu'en particulier le service technique du département, par intermédiaire de Rémi Jacquemont, pour ne pas le citer. D'accord ? Voilà, donc on a trouvé une solution qui n'est pas idyllique. On pourrait imaginer une solution à 2-3 millions, d'accord, avec des modifications, avec des liens sur les parkings en bas du gymnase et tout. Non, on a fait du light, on a fait du truc, parce que, sauf si la région vient nous voir, pour reprendre ta remarque Valérie, en disant « Ouais, j'ai de l'argent, voilà, j'ai 1,5 million ». Bon, ben là, on refait une nouvelle mouture, quoi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, quoi. On peut passer au vote, vous êtes d'accord? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Robert, moi aussi je vais m'abstenir, mais pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Par rapport au département. Évidemment. D'accord. Alors non, tu participes pas. Je ne participe pas. C'est plutôt pareil. Non, c'est pas pareil. Il participe pas au vote. Et toi? Alors moi je m'abstiens. Non, mais t'es pas obligé de te suffire. Je m'abstiens sur ce vote. Le bien fondé et les explications du premier adjoint Rogef, la sécurité est très importante. Il reste encore un tout petit doute sur le financement, ce qui fait l'abstention. Mais j'attends la présentation du financement pour voter pour. On est d'accord. C'était simplement pour bien sécuriser au niveau, je dirais, tous les gens de l'extérieur. Je me répète, désolé pour ceux qui subissent cette répétition, d'accord, c'est pour dire, voilà, le conseil municipal de Boin a acté le principe du portage de cette rénovation, et on a une délibération de principe, voilà, pour que la région puisse s'appuyer sur cette délibération et après passer aux étapes ultérieures. Merci pour ce vote. Point suivant. Subventions accordées aux associations sportives et culturelles. Oui, donc toutes les années, des subventions municipales sont accordées aux associations sportives et culturelles. Donc le montant cette année s'élève à 39 200 € et cette somme avait été inscrite au budget. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les subventions. Oui, il y a des associations. Alors, en fait, c'est peut-être... est-ce que c'est pas trop généralisé, en fait? C'est les associations.
Et il y a dedans les associations culturelles et sportives plutôt, mais il y a des associations qui ont affaire à la santé. Est-ce que du coup c'est pertinent de les insérer dans cette enveloppe-là? Alors nous, on avait déjà une liste de diffusion qui se faisait déjà à l'époque sous l'ancienne mandature, donc c'est vrai qu'on a voulu continuer sur ce principe, parce qu'on trouvait ça pertinent que toutes les associations de la commune aient une aide municipale. Oui, oui. Non, c'est juste que il y a une enveloppe pour la culture et le sport, mettons, pour aller vite à Boin, et que du coup, faut bien se comprendre, c'est pas d'enlever, de soustraire des subventions aux associations qui ont affaire à la santé. C'est que là, du coup, elles sont mises dans un même sac d'associations, et que du coup, c'est peut-être regrettable pour les associations culture et sport. Et que du coup, il y a peut-être d'autres façons de financer les structures qui travaillent pour la santé sur notre territoire. Ou alors on change simplement l'entité des subventions, et puis comme ça, c'est subvention aux associations, et puis après... Alors ça ressemble beaucoup pour moi comme à la même chose que pour la subvention de 45 000 € pour la chaudière, qui en fait était l'éclairage. En effet, je ne vais pas poser la question parce qu'elle serait un peu bête, est-ce que le don du sang est une association sportive ou est-ce que c'est une association culturelle? On sait pertinemment que c'est aucune des deux. Et ça pourrait être réécrit, subvention accordée aux associations 1901. Tout ça. Loi 1901. Moi, ça ne me pose pas de difficulté qu'on renomme. Après, je ne sais pas. On peut renommer. Je dirais le principal, c'est d'aider les associations de Boin. Exactement. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui vote contre? Oui. Donc, du coup, qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Merci. Pardon? J'ai pas compris. En changeant le titre aussi, parce que c'est bien clair pour tout le monde, on a changé le titre, du coup. Oui. Là, c'est quoi l'objet du vote? Les subventions accordées aux associations. Deux abstentions. Merci. Oui, alors suite à la délibération qu'il y avait eu au Conseil communautaire de décembre 2022, nous avons récupéré le transfert des ACM en avril 2023. Donc, ce qui comprend du coup la MJC, la PIGE et les associations familles rurales. Donc en fait, on va faire cette convention-là pour faire un partenariat liant la MJC et la commune de Boin. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Je continue avec point suivant, Angélique. L'approbation convention été 2024 avec la MJC. Donc chaque année, en fait, la MJC, pour son accueil loisir, a besoin des différents locaux de la commune. Donc on va leur mettre à disposition du coup la cantine qui va faire la cuisine, restaurant et vaisselle. Sur l'école maternelle, on leur laisse la salle d'évolution, le matériel de couchage, les sanitaires, la cour et de l'école, les jeux extérieurs. Donc du coup, tout ça, on va faire un état des lieux sur chaque locaux avant et après. Et on demande un chèque de caution de 450 € par bâtiment. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette convention? Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, convention d'adhésion au service commun de Loire-Forêt. Donc nous avons déjà une convention qui a été signée avec Loire-Forêt pour le service commun et nous allons la modifier car nous augmentons le nombre d'unités d'œuvre de certaines procédures.
donc c'est pour être en adéquation avec la réalité du temps passé. Il faut modifier l'annexe 1, article 1 de l'avenant 3. Et Loire-Forêt nous demande aussi de faire sur l'annexe 3, référence à l'article 8, il y a une modification afin de rendre plus claire la charte sur le bon fonctionnement du service. Pardon. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Philippe, approbation de la convention avec Citeo, déchets abandonnés. Alors, la société Citeo nous propose de signer une convention qui prendrait effet, si vous êtes d'accord, au 1er juin 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Ça serait renouvelable sur 3 ans. Cette société à but non lucratif est financée exclusivement par les entreprises issues de la filière REP. Qu'est-ce que la filière REP? Responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire en gros les pollueurs. Cela concerne le ramassage des déchets abandonnés et diffus, tels que les emballages ménagers et papier, et aussi le nettoyage du marché hebdomadaire. Ne sont pas pris en compte les dépôts sauvages, donc type matelas, meubles, etc. En contrepartie, la commune s'engage à remplir un tableau Excel récapitulant les actions mises en place annuellement par nos services techniques. Pour tout ceci, Citeo reverserait à la commune la somme de 2 808 € pour l'année, soit 90 centimes par habitant, multiplié par 3 120 habitants. Faites le calcul. Considérant l'intérêt que représente cette société pour notre commune, nous proposons à Madame le maire de signer cette convention par voie dématérialisée. Des questions? C'est une question un peu technique. Est-ce que c'est une convention qui est renouvelée? Elle existe déjà? Ou c'est une nouvelle convention qui... C'est une nouvelle. C'est une nouvelle convention. Okay. Merci. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, modification du comité consultatif fleurissement et désignation de ses membres. Donc, nous avons un comité consultatif pour être jury du concours municipal de fleurissement. C'est ce comité qui est en charge d'attribuer les prix du concours. On propose que le comité soit composé de 3 élus de la majorité, 1 de l'opposition, 5 personnes de la société civile et 1 agent du service espace vert. Pour les élus de la majorité, Christophe Combe, Géraldine Chazelle et Monique Goutte sont proposés. Pour les élus de l'opposition, vous avez... C'est pour vous? D'accord. Proposé. Ok, merci. Pour la société civile, sont proposés Bernard Deloche, Georges Curtil, Marie-Noëlle Godard, Maurice Benoît et Aimé Pradel. L'agent de service Espace Vert est Yolande Massard. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 12, modification du tableau des effectifs. Laure, je te laisse la parole. Alors, vous savez que régulièrement, en fait, chaque fois qu'il y a un petit changement dans nos agents, alors que ce soit des départs en retraite, que ce soit des changements de grade, des changements d'horaire, on est obligé à chaque fois de revoter le tableau des effectifs. Et là, il se trouve que donc on en passe un certain nombre en même temps. Donc il y a des suppressions parce qu'il y a des agents qui ont changé de grade. Donc on supprime le poste dans lequel ils étaient auparavant pour créer le poste dans lequel ils ont évolué. On a des agents, on a le cas d'un agent qui était à 33h50 et qu'on a passé à temps plein. Donc là, pareil, on est obligé de faire une modification. On a comme je vous disais, 2 agents qui ont un changement de grade et on a également un recrutement. Alors je suis désolée, on n'a pas eu le temps d'organiser une commission personnelle pour vous l'annoncer parce que c'est allé plus vite que ce qu'on imaginait. Nous avons recruté un brigadier chef principal pour la police municipale
Je vous en parlerai dans la délibération qui vient juste après. Voilà, en gros, il n'y a rien de bien significatif à part ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Ensuite, donc le régime indemnitaire du chef de la police municipale. Alors, les agents municipaux sont rémunérés selon un truc qui s'appelle le RIFSEP, sauf les policiers municipaux. Les policiers municipaux, ils ne sont pas encore passés au RIFSEP, ça devrait se faire, mais à l'horizon 2025, mais enfin on n'est pas bien sûr. Donc eux, ils restent sur un cadre emploi, enfin un cadre de rémunération qui ressemble beaucoup à l'ancien système. Et il y a des primes qui sont prévues ou des indemnités spécifiques de fonction qui existaient déjà dans nos textes, puisque je vais vous dire exactement la date, par une délib du 19 juin 2015, on avait déjà pris ce genre de délibération pour la police municipale, mais ça ne concernait que les gardiens de police, les brigadiers de police et les brigadiers chefs de police municipale. On n'avait pas la disposition pour le chef du service de police municipale. Voilà. Et comme on en a recruté un, il fallait qu'on adapte nos délibérations, nos textes. Donc voilà, c'est pour ça que ça vous est proposé. Pour information, on pensait que ce chef de la police municipale allait arriver au 1er septembre, parce qu'il avait une période, comme un préavis, de 3 mois. Et on a appris ce matin, donc je vous le livre en exclusivité, que théoriquement il devrait arriver le 1er juillet. Son employeur a décidé de le libérer rapidement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, surtout beaucoup d'expérience du terrain, et qui a à cœur de mener des actions de prévention. Il n'est pas que dans la verbalisation, il est beaucoup dans la prévention. Il fait notamment beaucoup d'actions auprès des jeunes, et son profil nous a convaincus. On n'était pas parti pour embaucher un chef de la police municipale, mais c'est son profil qui nous a convaincus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Alors j'aurais une question qui est un peu annexe à la délibération. Oui. Vous me parlez qu'il a une sensibilité par rapport aux jeunes. Est-ce qu'il y aura prévu dans son poste des interventions en école, collège? C'est quelque chose qu'il pratique dans le poste dans lequel il est, dont il nous a parlé et qui nous a paru extrêmement intéressante, et qu'on souhaiterait qu'il puisse mettre en place effectivement sur la commune de Boing, que ce soit au niveau de la sécurité routière, tout comme la prévention par rapport à l'usage de certains produits qui sont encore aujourd'hui illicites, et même certains qui sont licites, mais qui altèrent le discernement. Voilà. La prévention drogue et alcool. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'un régime indemnitaire particulier, du coup, ne laisse pas craindre des problèmes de gestion du personnel à venir? Non, parce que c'est déjà comme ça. C'est déjà le système qui existe, en fait. On ne fait qu'étendre à un poste supplémentaire la délibération que nous avons prise, et qui est complètement dictée par les lois de gestion des agents de la fonction publique, avec une spécificité pour les polices municipales. C'est parce que, alors je ne sais pas qui n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau de la mise en place du RIFSEP pour ces agents-là aussi, mais ils avaient été au départ considérés comme ayant une position, une activité un peu à part par rapport aux autres agents territoriaux, et c'est pour ça que je pense qu'ils avaient été exclus par ceux qui légifèrent et qui se mettent d'accord sur ces points-là. Ils ont donc été a priori mis à part sur le RIFSEP, mais
manifestement, les gens qui s'occupent et qui ont le pouvoir de décision là-dessus sont conscients qu'il faut faire évoluer les choses. Et comme je vous disais, il est question, d'après ce qu'on sait, que ça soit mis en place en 2025. Mais ça reste très hypothétique parce que le RIFSEP, on nous l'avait annoncé très en amont. Le jour où il est vraiment arrivé sur le terrain, entre le jour où il est vraiment arrivé sur le terrain et le jour où il a été vraiment mis en place concrètement dans les structures publiques, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. On va voir ce que la réforme de Stanislas va donner. Ouais. Voilà. D'autres questions ? Je pense que la question était était peut-être un peu trop ouverte. Dans les agents de la police municipale, tout le monde a le droit au même statut selon leur grade et leur catégorie, ils ont des rémunérations et des indices qui correspondent, comme vous avez, pour vous donner sur l'ancienne délibération du 19 juin 2015, par exemple, un gardien de police était à un pourcentage de 20% et un coefficient d'IAT, puisque là on parle d'IAT, de 8. Voilà. Et ça, c'est les textes, hein, c'est pas nous. Hein. D'autres questions ? On peut passer au vote. Donc, qui serait contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant, le débat. Nous devons présenter les grandes orientations du PLUI à 87. Qu'est-ce que tu cherches ? Ah non, c'est à toi. Il faut suivre. Voilà, donc les 87 communes doivent présenter les grandes orientations du PLUI, ce que va faire Ludo tout de suite. Oui, alors présenter les grandes orientations, oui, en fait, dans le cadre de l'élaboration du PLUI à 87, il y a une figure de style qui s'impose aux communes et au bureau communautaire, qui est le débat du PADD. Voilà, donc le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, c'est une des pièces constitutives d'un PLUI, et c'est pour ainsi dire, un petit peu la clé de voûte du document, puisque c'est à travers ce document que sont retranscrits les politiques d'aménagement qui vont être mises en place dans le cadre de ce PLU. Donc pour ce faire, si on reprend un peu l'historique du PLUI, le PLUI a été prescrit fin 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est passé toute une phase d'élaboration d'un diagnostic territorial où là, les élus n'ont pas grand-chose à dire, puisqu'on a plutôt des portées à la connaissance des services de l'État qui nous disent qu'il y a telle zone à tel endroit, il faut respecter telle réglementation, voilà. Et ça nous donne des bases de discussion. Ensuite, se sont tenues une série de 4... réunions de secteur dans les 6 secteurs de Loire-Forêt sur des thématiques particulières. Alors la première portait sur l'armature territoriale, les polarités et l'accessibilité. Donc elle s'est tenue dans les 6 secteurs de Loire-Forêt, a réuni 187 élus. Ensuite, une autre thématique sur la sobriété foncière, une dernière sur les enjeux du territoire, et enfin la dernière sur le PADD. Alors je crois que tout le monde a été destinataire des documents. Aujourd'hui, ces 4 réunions se transforment au final avec un document qui fait 42 pages, dans lequel on a 4 axes qui ont été identifiés par les élus de la commune d'Aglo, avec le premier axe qui est de conforter le dynamisme économique et la création d'emplois en répondant aux besoins du territoire et en préservant ses atouts. Cet axe-là se décline lui-même en 8 axes de travail. Voilà, on va dire ça comme ça. L'axe numéro 2 qui est garantir aux habitants un cadre de vie de qualité et un habitat désirable et durable pour tous. Lui-même se décompose en 7 sous-axes. L'axe 3 qui est de favoriser les mobilités et développer des modes de déplacement plus durables,
qui se transforme lui-même en 4 sous-axes. Et enfin, le dernier, l'axe 4, qui est de préserver les ressources du territoire et prendre en compte les enjeux environnementaux. Et ça se traduit derrière en 6 sous-axes. Donc voilà, 38 pages de documents à lire. Je ne sais pas si tout le monde a eu ou le temps ou ne serait-ce que le courage d'y jeter un œil. C'est pas des documents qui sont faciles à appréhender et qui sont faciles à lire. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte dans le PLUI, comment on voit notre territoire à l'horizon 2040 comment on voit les choses, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui a été posé comme question aux élus de Loire-Forêt, et ça nous donne ce résultat-là. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions et des remarques particulières. Peut-être, tu peux peut-être éventuellement commenter ce diagramme qu'on retrouve sur tous les axes que tu as cités pour expliciter un peu la mécanique. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est ce que tu as présenté en introduction, c'est le résultat des réunions de secteur. Exactement. Donc en fait, c'est surtout donc le diagramme ici. Ce qui avait été demandé aux élus, c'est le résultat de la troisième réunion de secteur. Les 2 premières ont permis de poser un diagnostic territorial qui émanait des élus du territoire. Et ensuite, en fonction de ça, il y a des axes de travail qui ont été définis, et a été demandé à chaque élu présent en réunion de définir en fait un niveau d'exigence avec un objectif à atteindre dans le cadre du PLU. Par exemple, ici, conjuguer capacité d'accueil des entreprises et sobriété foncière, avec un niveau 1 ici qui correspond au respect stricto sensu de la loi zéro artificialisation nette et de la loi climat et résilience. Voilà, un axe numéro 2 qui permet déjà d'être plus ambitieux encore que la loi climat et résilience, et un axe 3 qui va très au-delà de, voilà, quand on arrive à interdire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour le développement économique. Les élus qui ont mis leur curseur ici disent qu'ils ne veulent plus de développement économique sur le territoire de Loire-Forêt Agglo, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, le curseur, à l'issue des réunions, a été placé sur 1,9 ici. Vous voyez ici, il y a 8 élus qui se sont placés au niveau 1, 6 qui se sont placés à 1,5, 32 qui se sont placés à 2. Et donc, ça nous donne cette échelle-là. Et c'est partant de cette échelle-là que, derrière, les services de Loire-Forêt et les bureaux d'études ont décliné le document de 42 pages que vous voyez ici. Voilà. Oui, c'est passionnant. Alors... Alors globalement, sur aucun des axes qui a été identifié, les élus se sont dit on se conforme à la loi climat et résilience. On va essayer d'être un peu plus ambitieux que ça. Voilà. Moi, si je peux donner un avis personnel par rapport au document PADD, alors je fais partie du comité de pilotage du PLUI à Loire-Forêt Agglo, mais c'est pas une instance où je peux me permettre de dire ce que je vais dire là. La loi climat et résilience, et notamment la loi zéro artificialisation nette, c'est des lois qui ont été qui nous sont tombées dessus, on va dire, parce que il y a quand même des communes où il y a eu des consommations d'espaces agricoles, d'espaces naturels qui ont été, à mon sens, hors de proportion. Et du coup, tu as des lois comme ça qui te tombent dessus. Et quand on se plonge dans l'application de la loi, on te dit que ce que les communes ont consommé comme espace naturel
entre 2011 et 2021, et ben de 2021 à 2031, il va falloir qu'elles en consomment que la moitié. Traduisez que ceux qui ont été sobres en consommation d'espace entre 2011 et 2021, eh ben, elles n'auront plus rien le droit de faire parce qu'elles ont été sobres et on leur en coupe la moitié. Celles qui ont beaucoup consommé entre 2011 et 2021, ben, on leur demande de réduire de moitié. Somme toute, ça leur laisse encore de la marge, quoi. Et si on regarde sur Loire-Forêt Agglomération, il y a eu beaucoup de consommation d'espace qui s'est fait sur la partie sud de Loire-Forêt Agglomération et très peu sur la partie nord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des droits à consommer de l'espace qui ont été générés par les moins vertueux d'entre nous sur le sud de l'Interco. Et je trouverais, moi, assez juste qu'il y ait un rééquilibrage qui s'opère en permettant que ce droit à consommation d'espace soit plus orienté sur la partie nord de l'agglo que sur la partie sud. Voilà. Ça reste que mon avis. Ouais, malheureusement, je dirais la loi n'est pas construite comme ça et que dans les réunions publiques qui ont eu lieu sur le territoire, il est rappelé jusqu'à ce jour, c'est que même s'il y a sur le plan politique un certain nombre de levées de boucliers et des gens qui annoncent dans les médias des actions, personne n'a attaqué la loi au Conseil constitutionnel, donc les décrets sont sortis, etc. Voilà. Donc c'est quand même un peu navrant pour reprendre ta remarque. Ça on est d'accord, mais il n'empêche que si c'est consommé 150 hectares sur le sud de Loire-Forêt, ça ouvre droit au niveau de Loire-Forêt à consommer 75 hectares entre 2021 et 2031. Bah, sur ces 75 hectares, il pourrait y en avoir une bonne partie qui soit plutôt fléchée sur le nord de l'Interco plutôt que sur le sud où ils ont déjà pas mal bouffé, quoi. C'est toujours les pièges de la massification. Quand on fait à ce niveau-là, je dirais, de la massification à ce niveau-là, effectivement, le monde rural, par rapport à ce qui a été consommé, comme tu le rappelais, de 2011 à 2021, bon, c'est ridicule, quoi. C'est notre réalité. Alors, merci pour cet exposé. Le document a été partagé parmi nos sympathisants qui l'ont bien apprécié, qui ont apprécié le travail fait. On a noté en particulier qu'il va plus loin que les minimums légaux. Et ça, c'est très apprécié, sachant qu'aujourd'hui, en France, les deux seuls partis qui sont contre cette orientation sont des partis populistes, soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Je me rassure de voir les élus intercommunaux avoir une ligne plus régalienne et plus sensée. Donc, on ne peut voir que du positif sur ce travail. Maintenant, on n'a que l'espoir de voir une application de ce texte. Moi, j'ai pas d'autres commentaires plus que ça à faire. Après, voilà, si voilà, c'est compliqué de voilà, comme tout le monde n'a pas forcément pris le temps d'appréhender ces 42 pages. Participer aujourd'hui et faire des propositions, c'est plus tendu. Sachant que de toute façon, c'est un document qui n'est pas figé. On est tenu, nous, d'en débattre. Il sera débattu également en conseil communautaire après avoir été débattu dans l'ensemble des communes. Mais c'est un document qui sera amené à évoluer tout au long de l'élaboration de la partie suivante, en fait, et des pièces réglementaires qui vont découler de ce document-là. Dixit les services de Loire-Forêt Agglomération. Non, bon, les mobilités, il y en a. Hein? C'est encore un sujet qui met en évidence que la problématique, quand on est dans une zone urbaine proche de Saint-Étienne ou dans des zones très développées, et la problématique, je dirais, du Nord, territoire Nord, c'est pas la même. Et même si on a vocation à dire quel est notre schéma durable, eh bien on n'arrive pas avec les mêmes solutions, quoi. Donc c'est encore des échanges qu'il va falloir appréhender. Alors,
Quand même, par rapport à la mobilité, je vais quand même prêcher un peu, encore une fois, prêcher un petit peu pour ma paroisse. Je comprendrais difficilement que la commune de Boing soit lourdement sanctionnée au niveau des espaces à consommer dans le prochain document d'urbanisme. Tout d'abord par le point que j'ai exposé précédemment, mais aussi parce que dans le cadre des déplacements, il faut qu'on développe l'habitat au plus près des transports en commun. Donc, il me semble que Loire-Forêt, dans les années passées, a consenti de lourds investissements pour maintenir une ligne de train qui vient jusqu'à Boing, voilà, et qui est présente sur le territoire et qui conviendra de rentabiliser à terme. On peut pas, je ne comprendrais pas qu'il y ait des investissements qui aient été faits sur cette ligne de train pour que quelques années plus tard, on vienne nous dire à Boing, vous n'avez plus le droit de construire. Donc tout ça est très bien et je rejoins Benoît dans ce qu'il a dit. On peut que se réjouir que ce document existe et qu'il matérialise la volonté politique en fait de faire sur le territoire. Et je rejoins parfaitement Ludo sur le fait que s'il y avait une logique à l'échelle du territoire, elle serait quand même de rééquilibrer le Nord sur ce qu'il n'a pas consommé par rapport au Sud, avec un Sud qui a joui d'un désamour stéphanois. Quand je parle du Sud, je parle de Saint-Just-à-Rambert et de la Couronne, Pont-Rambertoise, et qui finalement compte énormément quand on fait le bilan dans les chiffres. Deuxième point un petit peu contrasté que j'aimais à l'encontre de ces documents, c'est que on n'avance pas tous à la même vitesse au niveau des territoires et qu'il y a des situations, notamment aux limites administratives de notre territoire, qui créent une totale confusion entre un territoire comme le nôtre qui finalement est presque à jour avec la réglementation et puis typiquement du côté auvergnat, si on veut comparer, toute la région d'Ambert où là on obtient encore très facilement des permis sans trop de contraintes et qui sont donnés finalement sans compter. Et donc là, il y a une situation qui laisse les habitants de nos territoires un peu perplexes parce que d'un côté, on ne peut plus et de l'autre, on peut encore. Et ça, c'est véritablement un vrai souci. On n'avance pas tous à la même vitesse et du coup, ça donne quelque chose de très confus sur le terrain. On peut le comprendre, hein, parce que les gens qui ne sont pas dedans, ils ne comprennent rien. Hein. Et sachant qu'il y a un empilement en fait de tous ces documents administratifs sur l'urbanisme, le SRADET, le SCOT, la Loisanne, enfin tout ça est juste, c'est une forêt administrative qu'on a, une jungle plutôt qu'une forêt. Ah non, mais celui qui a pas fait toutes les réunions là-dedans, faut quand même pour se faire toutes les réunions, Robert, on a fait quand même pas mal. Faut prendre un peu de toi aussi. Il faut prendre un peu de Prozac après. Hein. Si tu veux en sortir indemne. Hein. Enfin, parce que, sincèrement, ça n'a rien y comprendre. Le PLH, en plus, par-dessus. Mais le problème, c'est qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Et là, il y a un véritable souci. Je vais rebondir un peu sur les propos de monsieur le sénateur. Du côté d'Ambert, en effet, les réglementations ont du mal à se faire appliquer. C'est tout à fait véridique. Et la vallée de la Dore en paye un lourd tribut. Ça veut dire que la rivière Dore est l'une des rivières les plus polluées de France. La pêche est autorisée à la condition de relâcher le poisson dans la minute. Se baigner dans la Dore, c'est prendre des risques pour sa santé parce qu'il y a des mutagènes dans la rivière. Donc, j'ai pas forcément envie que notre territoire prenne un exemple sur celui-ci. Je vais quand même. Alors, je vais conclure. Je vais donner Faut que je lise tout ça. Alors.
Non, juste quand même, normalement, on va approuver le PLUI en 2027. 2027, 2028, bon, début 2028, voilà. La consommation d'espace est déjà réglementée entre 2021 et 2031, seulement notre document d'urbanisme ne correspond pas à la réduction qui nous est déjà imposée par la loi zéro artificialisation nette. La position dans laquelle on risque de se retrouver sur le Loire Forêt Agglomération, c'est qu'on risque, au moment où on va approuver le document, d'avoir déjà consommé tout ce qu'on avait le droit de consommer. Et donc se retrouver à ne plus pouvoir rien faire jusqu'à 2031. Et à partir de 2031, pouvoir de nouveau. Et ça va être, si ça se passe comme ça va être tendu. Alors, je sais qu'il y a des discussions pour faire en sorte que ça s'assouplisse et que, voilà. On a, pour le coup, Christophe, là-dessus, fait le job au niveau du SCOT pour, voilà. Je tiens quand même à le signaler, parce que c'est pas... voilà. Je pense que le préfet va bientôt plus... mais ça risque d'être une période assez tendue. Hein. Si on n'arrive pas à faire bouger les lignes là-dessus, 2028-2031, ça va être chaud. On arrive à se faire entendre, et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'on soit aussi corrélé avec ce qui va se faire chez nos voisins, parce que ce qu'on est en train d'écrire là, ça fige la situation pour des cycles de plus de 10 ans, en réalité. Et donc, si on les calibre mal, c'est tout un territoire. Alors, il y a l'habitat, puis il y a l'aspect économique aussi, qui va être figé. Bon. Donc, tu as raison de préciser qu'on a une bonne gestion de ce dossier au sein de Loire Forêt, parce que c'est vrai que Christophe Basile l'appréhende parfaitement bien, mais il faut que ce soit aussi pris avec le zoom régional, et c'est là où j'en reviens aux effets de bord, où le fait qu'on ne soit pas tous sur la même temporalité, ça pose un souci, ça peut créer des effets de concurrence tant que les documents ne sont pas validés. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, le ministre maire d'Angers, là, Béchu, qui a fait un décret spécifique pour assouplir ce dispositif. N'est-ce pas? Je ne suis pas tout le temps chez Béchu, je ne sais pas. Non, c'est pas grave, je la remets dans ma poche. Non, tu parles sur la ZAN? Oui, sur la ZAN. Sur la ZAN, ça va forcément trouver des... Il y a tellement d'excès, effectivement, qu'ils ont fini par prendre des décrets pour limiter la casse sur certains territoires. Quoi. Forcément. Ok, voilà, pardon. Okay, non. Oui, alors c'était pour faire suite à notamment le flou en fait pour certains de nos concitoyens sur le volume à lire effectivement et la technicité et le fait que du coup peut-être du fait de ce volume on n'était pas tous à la même allure, à la même heure, mais par contre on est bien sur le même territoire et il y a des choses très concrètes. Il y a du coup pas mal de gens de notre côté effectivement qui ont lu les 42 pages et qui ont essayé de les ramener au territoire, les ramener au sol, les ramener à quelque chose de concret. Et ils ont eu quand même pas mal de difficultés parce que ce texte, il a l'air effectivement assez génial. Par contre, un point de désaccord avec Monsieur Rochette, c'est peut-être que du coup, c'est pas ça, en ce qui me concerne, qui acte, qui matérialise des volontés politiques. En ce qui me concerne, c'est plutôt des actes. Qu'est-ce qu'on va avoir après ça? Et donc pour parler d'un projet qu'on doit aussi au poids de l'histoire, tout ce qui va se passer du côté de Champ-Bayard a été comparé au PLUI et on a eu beaucoup de mal à essayer de voir en quoi il était cohérent au projet d'implantation de centrales à bitume. Et donc, total, je me retrouve avec une liste longue comme un jour sans pain de points d'incohérence ici présents. Et voilà, donc il me tenait à cœur de le mentionner, cette incohérence qui est assez douloureuse
sur un plan beaucoup plus terrien que du coup toutes ces lignes. L'incohérence des actes politiques mis en face de ce qu'on nous sert, mais en projet, c'est assez douloureux pour nombre de Bouennais aujourd'hui. Encore récemment, à Loire-Forêt Agglomération, on s'est engagé pour soutenir des projets innovants pour la biodiversité. Et dans cette même enceinte, il avait été voté quelques temps auparavant des décisions favorables pour ce projet de centrale à bitume qui, du coup, est de l'autre côté d'une route où il y a 2 zones Natura 2000. C'est des choses très compliquées pour l'esprit des gens, l'esprit de tout le monde, à mettre en parallèle et à comprendre. Alors, du coup, on se dit que ceux qui écrivent les textes, non, juste pour finir, peut-être, du coup, c'est dans une temporalité autre, c'est dans une réalité autre. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont envie de se dire, ok, mais bon, maintenir et soutenir le dynamisme de l'activité agricole, accompagner l'activité agricole en lien avec la charte forestière. Clément, c'est un débat sur le PADD, donc débattons, c'est fait pour. Juste, ce document-là, comme j'ai dit, le PLUI sera applicable fin 2027, début 2028. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur un document pour mettre en place une réglementation qui n'existe pas. D'accord ? Et on peut mettre en place toutes les réglementations qu'on veut, il n'y en a aucune qui sera rétroactive. C'est-à-dire, on va mettre en place aucune réglementation qui va permettre d'annuler un permis de construire qui a déjà été donné. Je comprends. Alors c'est totalement faux. Tous les permis de construire qui ont été faits avec de l'amiante ont entraîné, dans beaucoup de cas, l'interdiction d'occupation des locaux. Et pourtant, c'était des locaux qui ont été construits tout à fait légalement. Et sous la santé, sous des prétextes de santé, on peut revenir en arrière sur de telles décisions. Si tu... qui a été annulé sous prétexte de la réglementation amiante. Les bâtiments, ils ont bien été construits. Quelques années, X années plus tard, on a dit qu'il fallait soit encapsuler les matériaux amiantés, soit procéder à un désamiantage. C'est autre chose. C'est autre chose. Demain, tu vas peut-être avoir une réglementation qui va interdire l'utilisation des hydrocarbures sur le territoire français. Et peut-être que cette centrale à enrober va se mettre à te fabriquer des enrobés, mais avec des résidus de papeterie, comme ça se fait comme ça se fait à certains endroits. Alors sur la sécurité, c'est une belle exception. On le voit beaucoup, on en parlait du collège-lycée justement, où des ERP n'ont plus le droit de fonctionner pour une remise à la sécurité de nouvelles normes qui n'existaient pas à la construction. Oui. Donc la sécurité est vraiment, et la santé sont vraiment une exception à la règle. Merci. Mais de là à aller vers des annulations de permis de bâtiments existants, je demande sincèrement à voir, parce que là il y a un autre droit qui s'oppose, et là on est sur le code napoléonien, c'est quand même le droit de la propriété. J'aimerais comprendre comment on peut aller annuler un permis de construire de quelque chose existant, quel que soit le sujet. Après, pour répondre à Clément, les intentions, les actions, tout ça, ok. En politique, il n'y a jamais une action qui se fait sans une déclaration d'intention. Que ce soit sur ce dossier comme sur d'autres, il y a toujours, on est obligé de formaliser avant de faire des actions. Désolé, mais c'est la base. C'est la base. On ne peut pas passer à l'action sans en parler. Et si on le faisait, vous seriez les premiers à nous le reprocher. Vous diriez, ils décident tout dans leur coin, ils font tout de manière cachée. Il y a forcément un document qui est une déclaration d'intention avant de passer à l'action. C'est partout pareil, ici comme ailleurs. Alors, au-delà des déclarations d'intention, les jugements d'intention sont aussi à annihiler de mon point de vue. Mais bon, je peux faire preuve de magnanimesme, je n'ai pas de problème avec ça.
Concernant la douleur et la souffrance et le poids de l'histoire, on pourrait en parler des heures sur la commune de Boing. Il y a une autre douleur à Boing, c'est la douleur économique, d'être dans un département qui a des niveaux de revenus qui sont déjà inférieurs au niveau médian national, et d'être dans une commune qui a un niveau de revenus encore inférieur au niveau médian départemental. Ça aussi, c'est une souffrance. Et si les visionnaires qu'on a eus à la tête de cette commune à une époque avaient pris les bonnes décisions et avaient installé des entreprises, on n'en serait peut-être pas là. Les douleurs, on peut les exprimer de maintes manières. Vous avez votre interprétation des douleurs, j'ai les miennes. Ce ne sont pas les mêmes, mais elles sont toutes respectables. Donc c'est votre point de vue, ne l'extrapolez pas. Il y a des douleurs et il n'y a aucun système parfait et aucune situation parfaite. Il n'y a que des gens pleins de bonnes intentions qui essayent de faire avancer les choses. Mais les procès d'intention, ça suffit. Alors, on revient à la même chose qu'en début de... Ah, ça va marcher. On revient un peu sur la même chose qu'en début de débat, quelque chose qui pourrit un peu le débat, c'est de renvoyer au pathos des choses qui sont concrètes. Alors, moi je vais en parler clairement. Le projet de centrale à Dutune, niveau destruction d'emplois sur Boing, ça a été le top. Hein. Depuis qu'il a été fait, on n'a plus aucune entreprise qui veut se mettre sur la zone. Et on voit quoi? Que des associations partir, des entreprises partir, et le nombre d'emplois chuter. Donc, le procès d'intention, il n'y en a pas. Les faits, ils sont là. Repartir, je ne veux pas refaire 9 ans de mandat à la tête de cette commune sur des accusations fallacieuses. J'assume pleinement ce que j'ai fait et je suis, et avec mon équipe, nous sommes ceux qui avons créé le plus d'emplois sur le Champ Bayard. Notez-le bien, je vous souhaite un jour d'avoir une responsabilité à ce niveau-là et d'en installer autant que nous. C'est nous qui en avons installé le plus, c'est personne d'autre. Cette zone, elle végétait. Alors, bon, on présage de l'avenir. Ok, on ne va pas refaire le débat. Vous êtes contre, on l'a bien compris. Il y a aussi au sein de cette équipe des gens qui n'y sont pas favorables ou qui se posent des questions. Moi, ok, après, de là à dire que des emplois ont quitté Boing sous prétexte en perspective de... il faut amener, au bout d'un moment, il faut amener des preuves de tout ça, et il faut amener des choses un petit peu étayées. Parce que moi, je peux aussi vous dire qu'il y a des emplois qui sont partis de Boing parce que les élus en place à l'époque ne leur offraient pas les bonnes perspectives et ne leur permettaient pas de maintenir leurs entreprises sur le territoire. Et là, pour le coup, moi, j'ai des éléments étayés. Et j'ai des noms à donner. Donc, on peut, argument contre argument, vous avez votre opinion, je la respecte, j'ai la mienne, respectez-la. Et je pense qu'on pourrait y passer 5 à 6 heures ce soir en plus. À l'arrivée, je ne suis pas certain qu'on aurait beaucoup évolué. Je crois que le sujet, il est beaucoup plus large. Et là, on est complètement sorti du cadre parce qu'on parle du PLUI. Mais effectivement, on peut par contre comparer les bilans, comparer les déclarations d'intention et les actions. Moi, j'ai absolument pas, à titre personnel, aucune honte. Et j'ai absolument pas à rougir du bilan économique des précédents mandats sur la commune de Boing. Voilà, c'est clair et net. On va conclure sur le débat, parce que là on est un peu sorti du sujet. Oui, juste pour conclure, peut-être, enfin, j'espère. Ouais. Effectivement, on est un petit peu, on est parti du PLUI. J'ai essayé de rapporter des commentaires qu'on m'avait remis de Bouenay. Ils m'ont pas parlé de vous, monsieur Rochette. Donc, non, mais c'est comme ça. Il y a des fois où ça arrive. Il ne s'agit pas de vous. Oui. Peut-être. Mais voilà. Et donc, effectivement, peut-être exprimer un regret sincère sur à quel point il est facile, j'ai l'impression, de glisser sur ce sujet et de ne pas se concentrer sur l'avenir. Moi, si j'ai rejoint cette table, c'est vraiment pour me concentrer là-dessus. Le poids de l'histoire, pardon, je le laisse à qui veut s'en occuper. Là, c'était pour parler de l'avenir.
l'économie, les gens qui sont soucieux de leur santé, je vous garantis qu'ils ont aussi affaire à l'économie, ça en fait partie. C'est simplement des gens qui, quand ils se lèvent le matin, se demandent d'abord s'ils sont capables de se lever de leur lit avant de se demander ce qu'ils ont dans leur poche. Et voilà, dans cet ordre-là. Donc c'est effectivement des priorités différentes. C'est pas autre chose. Et donc vis-à-vis de la santé, de l'environnement, voilà, on a aussi parlé de l'environnement. C'est une inquiétude majeure qui sortent pas de leur poche non plus. Et donc ça concerne leur avenir. Ce qui est fait est fait. On passe beaucoup de temps à en parler, de ce qui a été fait. Enfin, je pense que si ça intéresse du monde, il faut qu'ils en parlent entre eux. Là, c'est vraiment de confronter ce qu'on nous dit dans l'avenir. Voilà ce qu'on nous propose. On a 42 pages à lire. Et il y a des gens qui ont à cœur de se fixer des objectifs et de mettre les actes en parallèle. C'est quelque chose qui, manifestement, se perd. Bon, ben voilà, et puis c'est pas forcément d'hier, et c'est pas forcément qu'à Boin. Bon, donc moi c'était juste pour relever cette incohérence, et pour conclure, le regret qu'à chaque fois qu'on parle de Champ-Bayard, on parle de vous, alors que personne n'en a parlé, ici et maintenant. Non, moi j'ai rien, j'ai été juste exprimer ce que m'ont remis les gens. Eh ben, c'est très bien. Si on ne parle pas du passé, j'ai quand même l'impression qu'on en parle beaucoup et c'est pas forcément de notre bouche. Mais on a un point commun, c'est que moi aussi je rencontre beaucoup de gens et ils ne me parlent pas de vous non plus. Voilà. Bon, ben, bonne soirée. Ah, censure. Non, simplement, bon, il faudra qu'on fasse un rendu des échanges qu'on a pu avoir sur le PADD. Hein, voilà. Clément, comment les orientations politiques qui apparaissent dans le PADD vont être transcrites dans les documents réglementaires derrière, le règlement, le zonage, la liste des servitudes d'utilité publique. Pour le moment, on ne sait pas. On devra avoir des versions martyrs. La première version martyr du zonage, si je ne dis pas de bêtises, devrait arriver début juillet. Donc on va commencer d'avoir des premiers éléments en termes de zonage, voilà, en termes de règlement avec en septembre, sachant qu'on est parti pour 18 mois, 2 ans de boulot sur l'élaboration des pièces réglementaires derrière, qui seront consultables normalement en permanence sur le site de Loire-Fort Agglomération, sur prise de rendez-vous peut-être en mairie de Boin. Je n'ai pas les modalités de la concertation en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas de figure, tout au long de la phase d'élaboration du document, n'importe qui est susceptible de venir apporter sa pierre à l'édifice, faire part de ses revendications, de ses commentaires. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Merci Ludovic. Sympathisants. Ils ont quand même bien salué le travail qui a été fait sur ce document. Il faut le tenir. Merci, Monsieur Cellier. On va conclure sur le point 14 et laisser la place à Robert pour passer aux informations diverses. Alors, dans les informations diverses, la première, c'est que je rappelle qu'il reste 18 mois. Maintenant, tu peux l'épicer, oui. Il reste 18 mois pour pouvoir installer, ceux qui ne l'ont pas fait, leur prise terminale optique. Parce que je rappelle, dites-le bien dans votre entourage, que ceux qui n'auront pas fait la demande avant le 31 décembre 2025, l'aspect gratuit de l'installation va sauter. Et c'est très rapide, hein, d'accord, parce qu'il y a des endroits et tout. Oui. J'aurais une question un peu technique. Moi, je fais partie des gens qui ont fait la demande il y a déjà 4-5 ans et qui ne sont toujours pas raccordés. Est-ce qu'on part de la demande ou est-ce qu'on part du raccordement pour la date butoir ? On parle du raccordement, d'accord ? Oui. On parle du raccordement. Vous avez fait une demande il y a 4-5 ans ? Oui, ils sont intervenus déjà une douzaine de fois dans le quartier. Ils ont essayé de se brancher sur le poteau. Ils ont mis des fils au-dessus chez les voisins un peu. Et ils sont sortis de chez moi. Il y a un fil qui arrive chez moi. Ils n'ont jamais réussi à le brancher sur le poteau. Alors, deux remarques. Dans la démarche qu'il y a avec le ciel, il y a une démarche qui est faite par le ciel directement, puisqu'ils sont responsables du réseau, au-delà du délégataire qui en a l'exploitation. Donc, eux, ils ont leur propre sous-traitance,
D'accord? Ils connaissent les difficultés techniques. Par contre, toutes les demandes qui sont passées par les opérateurs nationaux, les opérateurs donc télécom, Orange, Free, Bouygues, etc., ceci, c'est la loi qui l'autorise et qui le permet, qui le suggère même. Ils ont tout un réseau de sous-traitance. Donc, si vous prenez Orange, ils ont 5 ou 6 niveaux de sous-traitants. Et ces gens-là travaillent à la tâche. Donc, vous avez un sous-traitant de Lyon qui a 50 € pour venir brancher une PTO chez vous. Donc, inutile de vous dire que c'est une vraie difficulté, on appelle ça le mode stock, c'est une vraie difficulté sur ce sujet-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on assure un suivi technique et il faut qu'aujourd'hui vous nous en fassiez part, puisqu'en fait nous, ça nous arrive de faire des réunions un peu de points, comme on le fait avec Loire-Forêt, avec les agents, sur la voirie, sur plein d'autres sujets qui sont gérés par Loire-Forêt. Et avec le ciel, c'est pareil. Parce qu'en fait, il y a soit vous êtes éligible sur la carte quand vous avez fait votre demande, donc vous étiez en zone verte, un petit ticket vert, soit vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas éligible parce que, je dirais, il y a un problème au niveau de... C'est pour répondre à votre souci technique, au niveau de l'infrastructure. Et là, effectivement, on est dans des délais un peu plus conséquents. Pour prendre une image et une comparaison, c'est comme si vous demandez un branchement à l'eau ou un VRD et que dans la rue, il n'y a rien de prêt, quoi. Il faut ramener les infrastructures communales ou intercommunales. Mais ça vaut le coup que vous nous donniez tous les éléments, qu'on fasse remonter ça à qui le droit. Mais rappelez quand même bien à votre environnement, parce qu'en termes de pénétration, aujourd'hui, paradoxalement, on est à un niveau qui est entre 60 et 70% sur les 2000 prises. Ça veut dire que si les gens ne font pas cet effort, ils vont arriver début 2026 en disant « oui, je ne suis pas raccordé » et on va leur dire « maintenant, c'est payant ». Et on va dire, une fois de plus, pourquoi vous y prenez au dernier moment, quoi. Alors, d'autant plus, gardez bien ça présent à l'esprit, c'est que le cuivre va être démonté, donc les gens qui n'auront pas la fibre n'auront plus de téléphone. Donc la date n'est pas fixée sur notre territoire pour dire quand est-ce qu'on enlève le cuivre, d'accord? Mais déjà aujourd'hui, si par exemple vous construisez quelque chose et vous demandez une installation téléphonique, vous n'avez plus d'ADSL, c'est obligatoirement une fibre, d'accord? Donc, c'est tous ces aspects. Je suis désolé, c'est technique, mais partagez-le avec votre environnement parce qu'on a beaucoup de retard sur la commune. D'accord? Voilà. Alors, pour le cas personnel, on fera aux réunions, ouais. Hein, c'est sûr. Par contre, pour le cas général, je pense que ce cas n'est pas isolé et ça serait bien de faire remonter un peu plus l'information, soit dans le bulletin municipal, des gens qui ont des incohérences entre la demande et la réalisation, et avoir une sorte de mail. Et le dernier conseil, c'est celui que je disais, c'est que si vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, je ne l'ai pas fait, je veux le faire », qu'ils veuillent bien prendre en compte le conseil que je leur donne, de passer directement avec le ciel ou la structure départementale, plutôt que de faire confiance avec toutes les campagnes de communication et de marketing que sont capables de faire les opérateurs nationaux, à Orange, Bouygues, pour les considérations que je vous ai rappelées. D'accord? Ça, c'est réellement parce que j'ai un peu d'expérience sur le sujet. Concrètement, Robert, je pense que ça serait pas mal de préciser pour les gens qui n'ont pas fait cette démarche et qui aujourd'hui sont alertés par ce que tu viens de dire, vers qui il faut qu'ils se tournent. Est-ce qu'il faut qu'ils viennent à la mairie? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent voir la Maison France Service? À qui ils s'adressent? La Maison France Service, hormis tout le respect que je leur dois, ils vont rien nous apporter. Non, ce qu'il faut qu'on imagine dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et je pense au retour des vacances, quand les gens ont de bonnes dispositions, qui sont bien reposés, de faire une réunion publique sur le sujet, avec une vraie campagne, avec ELIWAP, nos outils de communication, je dirais communaux, et tous les gens que vous connaissez, pour dire, parce qu'il y a toujours une explication, on ne peut pas venir aux réunions publiques, on est bien d'accord, hein, y compris celle qu'on a eue, même s'il y en avait beaucoup sur la réunion publique pour le PLU. Je pense que ça vaut le coup de faire une réunion publique et de faire venir les personnes que je cite, THD, le ciel, d'accord. Les opérateurs, on les oubliera parce qu'ils nous vendent un peu du vent. Voilà. Mais il faut qu'on en reparle. Si vous êtes d'accord. Hein. Okay. Et également, avant de parler des élections européennes,
j'aime bien figer les esprits avec des ordres de grandeur, et vous parler 2 minutes sur le bilan de la fourrière, parce que la fourrière, quand on est un élu d'astreinte, on a toujours l'impression qu'on doit plein de choses à tout le monde, avec des exigences, et là aussi de l'incorrection qui commence à devenir insupportable, pour ne pas dire autre chose. Donc je rappelle que c'est une compétence intercommunale, que ça concerne les animaux errants, que la garde, je dirais, elle est au maximum pour 8 jours, que ça a la recherche de propriétaires, etc. Auparavant, donc, ce service était assuré par les agents de Loire-Forêt sur la déchetterie de Savigneux, pour l'ex-communauté de Loire-Forêt. Pour Saint-Bonnet-le-Château, pareil, par les agents, les communaux, et sur les 2 communes des Monts du Forêt, du côté de Noir-Étable, pareil. En 2018, il y a eu, je dirais, une DSP qui a été lancée, qui a été attribuée à la société de M. Davine, Domaine des Mûriers, qui est à Saint-Étienne-de-Molard, qui est pas loin. Il a eu une DSP pour 7 ans, donc qui se termine le 31 août 2025. Voilà. À l'époque, pour votre information, il y en avait 2 qui avaient répondu. Un de Gumière et qui démarrait. Gumière, pour ceux qui connaissent, c'est à la limite du col de l'Homme Mort sur le Puy-de-Dôme. Loire-Forêt Agglomération est compétent en matière de fourrière pour les animaux, le gardiennage, d'où la DSP, qui est à Saint-Étienne-le-Molard. La capture, c'est ça qui est important, la capture et le transport des animaux errants dépendent du pouvoir de police du maire de chaque commune. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un nous appelle en disant il y a un chien errant, c'est à nous à aller le récupérer. Voilà, même si la compétence, comme je l'ai rappelé, est faite de Loire-Forêt, la compétence, c'est le gardiennage, c'est ce que j'ai décrit de manière schématique. En cas de difficulté, chaque commune qui le souhaite peut établir une convention avec le concessionnaire. Le coût financier est à la charge de la commune si le propriétaire ne le récupère pas, la commune qui paye, et représente 0,70 € du kilomètre hors frais de capture. Quelques chiffres pour dire comment c'est. Montant facturé pour Loire-Forêt l'année dernière, c'est 196 000 €. Vous voyez les évolutions entre 2020 et 2022. Le propriétaire de l'animal doit s'acquitter des frais suivants. Les frais de garde, 15 € TTC par jour de garde et par animal. Les frais de prise en charge, 10 € TTC. Et les frais de recherche, 5 € de TTC. D'accord. Quelques bilans chiffrés. L'année dernière, il y a eu 115 animaux accueillis, moins 27%, 111 chiens, 14 chats. Par rapport à 2020, 138, 146 en 21, 157 en 2022. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a dessous, c'est que 63 animaux rendus aux propriétaires, contre 89 en 2020, 99 en 2021 et 101 en 2022. Donc on voit réellement qu'aujourd'hui que les propriétaires, ils ne viennent plus récupérer leurs animaux. La tendance est inscrite, quoi. C'est un constat qui, à terme, va nous poser des problèmes. Bon, les autres commentaires, je vous les laisse apprécier. Le dernier commentaire, c'est la moyenne du nombre de jours de garde, 23 jours. Donc ça, là aussi, c'est un indicateur qui donne une idée de la réalité, contre 6 jours en 2020, 5, 6 en 21 et 11 en 2022. Donc tout se dégrade. Voilà. Bon, bref, je voulais vous faire partager ça parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens. Voilà. Et, et c'est utile par les temps qui courent. Voilà. C'est à peu près ça. Et donc, c'est pour ça qu'on avait installé une cage, d'accord, au centre technique pour que les élus d'astreinte, lorsqu'ils récupèrent un animal errant, le stock. Voilà. Ce que l'on fait, et souvent on est rappelé tard le soir, parce que la personne s'aperçoit que son chien n'est pas à la maison, sait que nous l'avons, et va nous demander de venir le récupérer à 10h du soir. Je dirais, le chien, on le garde, on le nourrit, on lui donne à boire. Après, il faut être raisonnable, quoi. Soit revenir le chercher le lundi, le CTM est ouvert, mais on n'est pas non plus une garderie, quoi. Et les gens ne mesurent pas l'investissement. Cédric aide beaucoup alors qu'il est en week-end. On n'est pas spécialement remercié.
La dernière fois qu'il y a eu c'était moi qui étais d'astreinte, un chien a été retrouvé. On n'a pas eu le temps de me prévenir. Il l'a vu, il l'a mis au centre technique. Il était à Montbrison. On l'a appelé en lui disant « Vous avez trouvé mon chien, il faut que je puisse le récupérer tout de suite. » On peut déjà dire bonjour, on peut remercier d'avoir mis le chien dans une cage pour pas qu'il soit écrasé et d'avoir été nourri. Et Cédric est rentré, n'a pas été remercié par cette personne qui n'était pas de Boin, donc on fait du service pour les autres communes. Il faut, oui, c'est notre devoir, mais il faut aussi respecter les personnes qui font le job. Je voulais apporter ces éléments, ce que confirme Anne. Moi, ce qui m'inquiète, j'espère me tromper, c'est que, pour avoir quelques informations, je crains que M. Davim ne renouvelle pas sa DSP, ne candidate pas à la prochaine, et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens. Et là, on aura un vrai problème, parce que quand vous voyez le nombre de chiens qu'il y a dans les communes, ça vous laisse imaginer le problème qu'on va avoir. Bon, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais je voulais partager ces éléments avec vous. Point suivant, donc, c'était les élections, puisqu'en fait, on a des élections européennes dimanche. Que sur le principe, on avait, je dirais, trouvé avec tout le monde, y compris avec nos amis de l'opposition, il y a eu un petit malentendu dans les dernières minutes. Donc on avait prévu de vous donner des documents qui actaient, je dirais, l'organisation à la fois des bureaux de vote et l'organisation du dépouillement à partir de 18h. On a à le modifier suite à ce qu'on a échangé avec Clément. Ce que je vous demanderais, puisque je joue le jeu, parce que c'est moi qui suis responsable de ça, c'est que vous acceptiez, d'accord, de considérer que ce qu'on va vous envoyer demain matin par mail et sur vos boîtes mail personnelles, ce soit comme une convocation. On est d'accord? Parfait. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Non, moi, il faut la poser dans la boîte aux lettres. Pardon? Moi, il faut y poser dans la boîte aux lettres. Non, on n'ira pas dans la boîte aux lettres. Je suis très gentil comme garçon, j'ai pris la précaution, c'est très clair. On va arrêter, parce qu'il y a 10 jours, j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué aux gens, j'ai envoyé des tableaux, personne ne m'a répondu. J'en ai renvoyé un la semaine dernière, Clément m'a rappelé ce week-end, en disant, j'ai bien noté, Robert, que la réponse était pour ce matin 8 heures, d'accord. Mireille Chambon a répondu, etc. On n'est quand même pas à votre service, je suis désolé. Mais moi, non, on arrête. C'est un problème de service. Hein, non, c'est pas un problème de service, c'est que vous n'avez même pas répondu. Communication. On va en rester là, monsieur Stélé, vous n'avez même pas répondu au mail que j'ai fait. Alors peut-être qu'il faut vous parler à la troisième personne, je ne sais pas comment il faut s'y prendre, mais on va arrêter. Regardez la pile de documents qu'il a, monsieur Massacrier, le DGS. Excusez-moi, on n'a pas fait une réponse personnelle. On avait confié à Mireille Chambon une réponse globale pour simplifier le nombre de documents. Et elle est tombée malade, elle ne peut pas être là aujourd'hui, et ce n'est ni de notre faute, ni de la vôtre. Je dirais aujourd'hui, c'est très simple. C'est soit on prend ce qui a été dit avant 8h ce matin, qui était la date, et là on sait que ça ne vous convient pas, puisque Clément a appelé. On a accepté d'être souple en disant « Ok, on est après 8h et on accepte les modifications de dernière minute. » Donc derrière, vous n'êtes pas obligé de venir. Soit souple. Voilà. Non mais là, vous nous prenez vraiment pour que rien. Excusez-moi. Je vous dis ce que je pense. D'accord? Non. Encore le sujet. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai compris la problématique que vous m'avez exposée, et si ça vous convient, je viendrai chercher la convocation à la mairie. Mais c'est le problème de suivre. Il faut le régler rapidement. Merci de votre effort. Bonne soirée. Merci. C'est la fin du conseil. Merci.